Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le pouvoir au féminin. Je suis Nelly Gimnez, la créatrice du podcast, et j'ai eu le plaisir de recevoir Bénédicte Hilloy, ex-DRH de SNCF et également avec une carrière dans les startups. Ce message d'intro, il est juste pour vous prévenir que cette interview sera en 2 épisodes. Le premier de son arrivée à la SNCF jusqu'à sa prise de poste en Comex, et le prochain qui sortira début février sur son vécu au sein du Comex de la SNCF et son aventure dans le milieu des startups. Un parcours très riche, très intéressant, que je vous invite à découvrir sur 2 épisodes. Belle écoute! Vous m'avez demandé ce que c'était que le pouvoir, je vous ai parlé de la personne. L'intérêt de s'adresser aux personnes, c'est que vous êtes sur un pied d'égalité. On a tous besoin de faire pipi, on a tous besoin de manger, on a tous besoin en fait de pouvoir se reposer dans des endroits qui sont dignes. Et du coup, le fait d'y aller, les gens sont presque plus inquiets de vous voir vous confronter à des endroits qui sont indignes, parce que vous avez un statut, que de venir vous dire à quel point c'est difficile pour eux. Et donc, il n'y a pas besoin de parler, on a tout de suite en fait un terrain d'entente, et du coup, ça efface tous les procès d'intention, de oui, mais vous vous rendez pas compte, vous n'êtes pas conscient d'eux, vous êtes loin, vous êtes décalé. Et d'ailleurs, c'était un des reproches que j'ai le plus mal supporté, quand les gens ne pouvaient ne pas savoir que je me baladais dans les métiers de la boîte, quand on me servait, entre guillemets, ce qu'on reproche, entre guillemets, à la direction. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Bénédicte. Bonjour Nelly. Vous avez fait une grande partie de votre carrière à la SNCF comme directrice dès le début, d'abord projet, puis des trains, manageant 10 000 contrôleurs, puis régional Paris-Rive-Gauche, la plus grande région de France, puis du Transilien en tant que membre du Comex et enfin DRH. Une falaise de verre propre à la SNCF dont nous parlerons. Vous avez ensuite intégré le milieu des startups comme associée de School Lab, puis cofondatrice de France Apprenante, puis de Ask for the Moon et enfin de 10h32, qui aide les dirigeants à clarifier l'essentiel et à faire les premiers pas d'un changement résolu et réaliste. Vous avez également été professeur dans plusieurs universités, membre de think tank et de comités stratégiques, ainsi qu'experte pour Welcome to the Jungle. Vous êtes également autrice du livre La Team, le jour où j'ai quitté mon Comex pour une start-up. Et enfin, vous êtes aujourd'hui artiste peintre exposé. Un parcours riche, varié, que j'ai eu envie de creuser avec vous. Donc je suis ravie de vous recevoir, merci. Et j'aimerais savoir quelle est votre vision du pouvoir. Moi, je distingue la puissance et le pouvoir. Allez-y. Je pense que le pouvoir, il nous est donné par un statut, par une fonction, par une fiche de poste, par un contexte dans lequel on évolue. Et la personne qu'on est, si elle habite ce poste, cette fonction, etc., alors elle lui donne de la puissance. Et c'est la personne associée à ces conditions de pouvoir qui fait qu'on arrive à avoir de l'impact, de l'influence, et qu'on a un pouvoir d'agir, un pouvoir de faire, un pouvoir d'influencer les autres, un pouvoir de se remettre en question, un pouvoir, en tout cas qu'on est une personne agissante, voilà. Donc le pouvoir, en fait, c'est celui qu'on vous donne, c'est ça ? Et après, celui qu'on prend selon sa personnalité, mais c'est d'abord celui qu'on vous donne. C'est vrai que vous avez raison, j'ai pas fait attention en le décrivant. J'ai pas dit c'est le pouvoir, c'est quelque chose qu'on prend. Et sans doute, dans ma carrière, on m'a donné du pouvoir. Enfin, on m'a donné le pouvoir et j'en ai fait quelque chose de plus grand que ce qu'on a pu me donner. Mais vous avez raison de dire que on me l'a peut-être davantage donné que je ne l'ai pris. En tout cas, ça m'avait pas traversé l'esprit, mais c'est sans doute vrai. Non, parce qu'à la fin, vous parlez du pouvoir d'agir. Donc je me dis, quand on dit pouvoir d'agir, c'est qu'on le prend. Mais là, la façon dont vous l'avez dit, c'est on vous l'a donné et après, vous en avez fait quelque chose. Mais vous n'êtes pas allé le chercher, du coup. Si. Ah. Si quand même. Si quand même, c'est-à-dire que on voit bien que dans l'univers dans lequel on évolue, on voit bien qu'il y a des trajectoires qui conduisent au pouvoir. Et qu'en fait, ces trajectoires, elles sont un peu... elles donnent envie, elles créent du désir. Et parce qu'on est sans doute un peu bon élève, qu'on a envie de faire des choses, qu'on a envie d'être reconnu dans ce qu'on fait, et ben on a envie de les suivre, et quitte à les suivre devant. Et donc c'est vrai que assez tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait des postes dont je rêvais, que j'aurais bien aimé avoir. De fait, on me les a donnés, mais je suis allée les chercher. Donc c'est pas totalement quelque chose de donné, mais c'est quand même un mélange entre
les choses qu'on prend et les choses qu'on vous donne. Et peut-être que dans ma vie, j'ai pas été une espèce de militante minoritaire qui est allée chercher avec les dents quelque chose qui lui était pas naturellement accessible. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de respect pour celles qui font ça. Je pense que je suis sans doute une petite fille gâtée qui a eu la chance de vivre dans un monde où les études n'étaient pas un problème, où le fait d'aller à Paris n'était pas une difficulté. Et donc, j'ai eu un cadeau, ça m'a été donné comme un cadeau de pouvoir faire ça. Après, j'ai su, en effet, en faire quelque chose. Voilà. Alors, vous dites que vous avez été plutôt gâtée, mais vous avez quand même évolué à la SNCF, qui est un milieu ingénieur, très masculin. Vous venez pas d'une école d'ingénieur, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je crois que vous venez d'une école de commerce. Et vous avez quand même été directrice des trains, directrice de la région, directrice des Transiliens, qui sont peut-être des falaises de verre. Vous me direz, directrice Transilien, c'est peut-être pas loin de la falaise de verre. Donc, c'est quand même des postes, j'imagine, qui sont pas anodins. Directrice de Transilien, en plus, vous étiez au Comex, c'est un passage au Comex. Donc, est-ce que c'est des postes qui sont si faciles à obtenir, entre guillemets ? Non, je pense que à la SNCF, je pense que j'étais un peu singulière. C'est-à-dire que dans cet univers masculin, d'ingénieur, très cartésien, moi j'étais une fille d'école de commerce, créative. Le mot qui me traverse l'esprit, c'est un peu faux-folle, mais je le retire parce que il a un côté désordonné. Et de fait, j'ai appris à être ordonnée et à diriger mon envie et ma créativité vers un but pour parler comme dans les grandes organisations avec un enjeu de performance à la clé. Mais j'ai pas été malheureuse du tout à la SNCF. J'ai pas eu le sentiment de me battre contre des moulins. Après, il a fallu que je me fasse respecter. Ça, c'est vrai. J'imagine. Là où, en fait, je crois que ce qui m'a fait être respectée, il faudrait leur demander, c'est que j'ai ouvert des voies. Et j'ai été chercher des solutions très nouvelles à des problèmes qui étaient difficiles à résoudre. Et par exemple, quand j'ai été nommée directrice des trains, c'est-à-dire patronne des contrôleurs, c'était après 2 grands conflits sociaux. Il y avait un côté, je vais le dire de manière brutale, mais on ne sait pas comment les prendre. Et l'idée de changer de changer de logique et de dire tiens, on va leur coller, et ça t'est dit comme ça, on va leur mettre une femme, ça leur fera les pieds. Il y avait un côté, on va casser les représentations qu'ils ont de la direction et du pouvoir en mettant quelqu'un qu'ils ne sauront pas interpréter a priori. Et donc, en ayant des méthodes différentes, de fait, il se passera quelque chose de différent. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Et de fait, ils ont eu raison. Parce que c'est ça que j'ai pu faire et c'était assez formidable parce que j'ai eu une feuille de route où quelque part qui était une carte blanche puisqu'en fait avant on peut se dire que ça n'avait pas fonctionné. On m'a mis parce qu'il y avait sans doute moins de risques vu que les risques avaient été pris avant et de fait je me suis sentie autorisée à faire des tas de choses inédites et la plupart d'entre elles ont fonctionné. Je dis la plupart d'entre elles, parce qu'il y a eu aussi des échecs cuisants. Mais dans les choses qui ont fonctionné, c'est que, comme je connaissais pas du tout leur métier, je suis vraiment allée à leur contact, j'ai passé du temps dans les trains avec les contrôleurs, je me suis fait faire un uniforme, je suis allée dormir avec eux dans les foyers de roulants, parce qu'en fait, à l'arrivée d'un train, quand le contrôleur a fait un train et qu'il refait le train du lendemain, il faut bien qu'il dorme quelque part. Et donc, il y avait des foyers historiques qu'il a fallu rénover. Donc, je me suis occupée de tout ça. Je me suis occupée des sujets qui n'étaient pas forcément regardés par les autres. Et je crois que ça a construit ma légitimité. J'ai fait des ateliers philo sur tous les sujets tabous. Pourquoi on fait grève, pourquoi on n'aime pas porter la casquette, pourquoi on dit qu'on est des roulants roulés, pourquoi on n'est pas aimé à l'intérieur de la boîte. Enfin, tous ces sujets qui en fait leur collaient à la peau. J'ai osé les aborder. Et je pense que j'ai pu le faire parce que j'avais cette carte blanche. Et j'ai eu cette carte blanche parce que j'étais différente. Et après... une fois que je me suis un peu, entre guillemets, installée dans ce rôle de la fille qui fait des choses différemment, on m'a collé les trucs différents parce qu'on ne savait pas par quel bout prendre. Alors, par exemple, Transilien, 3 millions de clients quotidiens, des problèmes de régularité réguliers, une qualité de service qui est pas au top, mais qui en même temps est difficile à réussir, des gens qui rêvent plutôt du TGV que de s'occuper des trains de la vie quotidienne. Tout ça, on part avec plein potentiellement des handicaps et en même temps, c'est autant de défis à relever. Ça, j'aimais bien m'occuper de ça. Et je sentais à chaque fois que je sais pas si j'étais encouragée à faire différemment, mais j'avais le droit de le faire. Voilà, j'avais le droit de le faire. Et je me suis autorisée, sans doute un peu plus que ce qu'on me rendait possible, puisque je suis allée sur les réseaux sociaux avant
tout le monde dans l'entreprise, en tout cas avant tous les dirigeants, que je répondais directement aux gens qui n'étaient pas contents parce que leur train n'était pas arrivé à l'heure. Je me suis autorisée à solliciter l'avis des gens sur des changements d'horaire. En fait, l'histoire est même un peu plus compliquée que ça encore. En tout cas, je me suis pas interdit de choses, et je pense que si j'avais eu des postes plus classiques en début de carrière et que j'avais été ingénieur, un peu plus pareil, j'aurais sans doute eu du mal à faire valoir cette singularité. Là, au moins, c'était clair. J'étais différente, donc je me suis coltinée les sujets différents. Voilà. Alors, j'ai dit en introduction que DRH, c'était une falaise de verre très SNCF, mais en fait, votre carrière est un enchaînement de falaises de verre, oui, en fait. Un peu. Oui, et c'est à la fois un enchaînement de falaises de verre, et en même temps, ça m'allait bien parce que ça correspondait à ma personnalité, à mes envies. Alors bien sûr, il fallait à chaque fois, et je les remercie parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, que j'ai des adjoints, des collaborateurs qui étaient non pas mes clones, mais mes complémentaires. Voir des chefs des projets avec moi rigoureux, qui étaient capables de tenir des plannings, des directeurs financiers exigeants, des gens qui pouvaient non pas me coller des contraintes, mais en fait vérifier que tout ce qu'on pouvait faire, à un moment donné, on sortait du cadre pour y revenir, c'est-à-dire pour obtenir les résultats qui étaient attendus in fine. Et donc j'ai eu la chance, du coup, de pouvoir travailler avec des gens qui m'ont beaucoup apporté, parce qu'ils m'ont beaucoup appris les métiers techniques qui n'étaient pas du tout les miens, et à qui j'ai sans doute appris des méthodes alternatives, des façons de regarder les problèmes autrement, le fait qu'il y avait des petits sujets qui pouvaient paraître anodins, mais qui en fait ne l'étaient pas. Et donc, si j'ai souffert pendant certains moments à la SNCF, parce que la vérité c'est que c'était pas drôle tous les jours, il ne me reste plus que des moments, que des grands et des beaux souvenirs. Et même les trucs durs, je me souviens je pense aux accidents, l'accident de Bretigny, l'accident d'Egversheim, les cellules de crise où vous mettez la pagaille dans la gare où tous les gens partent le jour où tout le monde part en vacances ou en revient, ou les deux à la fois d'ailleurs. Sur le moment, c'est horrible, parce que vous vous sentez coupable et il faut diriger dans ces conditions. Ça reste des moments, en fait, où on est galvanisé par l'enjeu, par le fait que vous avez toutes ces énergies qu'il faut faire, co-diriger dans le même sens. Et ça, c'est assez gratifiant. Moi, j'adore, en fait. Vous étiez à quel poste au moment de l'incident de Bretigny ? Je dirigeais Transilien. Ah oui, donc vous étiez vraiment... Ah oui. Non seulement je dirigeais Transilien, mais j'étais d'astreinte Comex. Et donc, j'ai ouvert la salle de crise. Ah oui. Ouais. Ah oui. J'ai dirigé des salles de crise avec des événements extrêmement douloureux. J'ai dirigé la salle de crise de Bretigny. Alors, quand je dis je l'ai dirigé, on s'est relayé parce que l'événement a duré suffisamment longtemps pour qu'on se relaie. Mais en tout cas, le premier coup de fil, c'est moi qui l'ai eu. Mm-hmm. Ensuite, le premier coup de fil Comex, c'est moi qui l'ai eu. Ensuite, j'ai dirigé la salle de crise d'Egversheim. Alors, Egversheim, c'est le TGV des essais de la ligne Paris-Strasbourg qui vole dans le décor. Ah oui. Et on est le lendemain des Bataclan. Parfait. C'est pour ça que ça m'est passé complètement au-dessus. Je me souviens même pas qu'il existait celui-là. Mais en fait, c'est vrai qu'il est passé il n'a pas été très médiatisé. Il y avait quelque chose de très bizarre. C'est que, en fait, pour nous, c'était très douloureux. C'était presque plus douloureux que Bretigny parce que c'était des collègues. Alors, tous les morts se valent, c'est horrible. C'est mais en même temps, c'est des gens que vous connaissez et en fait, vous avez des proches qui vous appellent pour savoir, et puis vous n'avez pas le droit de répondre, pour savoir ce qui s'est passé, parce que tout ça, ça obéit à des protocoles bien particuliers. Et d'ailleurs, Egversheim, et ça a aussi été vrai de Bretigny, j'ai été particulièrement mobilisée sur la relation avec les victimes, les familles de victimes, les pouvoirs publics sur tous les sujets liés aux victimes. C'est-à-dire que finalement, dans une cellule de crise, il y a plein de choses à traiter. Il y a aussi reprendre le service, regarder les enjeux de sécurité à court terme sont traités, reprendre le service parce que quand bien même c'est un accident, il n'empêche que les trains doivent circuler le plus rapidement possible parce que il n'y a pas d'autre moyen de transport qui permet d'embarquer autant de monde. Et il faut que ça reprenne vite. Et puis en même temps, il y a ces horreurs, ces théâtres de guerre en fait, dont il faut s'occuper. Et dans les théâtres de guerre, il y a aussi des éléments techniques et puis il y a des gens. Voilà, il y a des gens.
Il se trouve que moi, j'ai perdu mon grand-père dans un accident ferroviaire. Ah quand oui. j'étais petite fille, ouais. Et donc, chaque événement me rappelait en plus tout ça. Donc, ce qui d'ailleurs me rendait très crédible, je crois, quand j'en parlais en interne, parce que moi, c'était mon père était venu me chercher à l'école, il venait jamais me chercher à l'école, il était venu me chercher à l'école, et en fait, la raison pour laquelle il était là, c'est parce qu'en fait, il s'était passé cet événement épouvantable, et c'est mon premier chagrin d'enfant. Et le fait de revivre tout ça en tant que dirigeante, ça a été pour moi à la fois très précieux et en même temps très douloureux. Et donc, quand je me suis occupée des victimes, je savais exactement ce que ça leur faisait. Ouais, je comprends. Il y a un lien avec votre choix de travailler pour la SNCF, avec cette histoire ? Est-ce qu'il y a un lien ? Peut-être que oui. En tout cas, quand j'ai rejoint la SNCF, ma grand-mère était toujours de ce monde et j'ai mis du temps à lui dire Ah oui. que j'étais rentrée à la SNCF. Il n'y avait pas l'idée d'en découdre, de voir de l'intérieur, c'est entre guillemets c'est méchant. Enfin, c'était pas du tout ça. Hein. J'imagine. D'abord, ça s'est fait un peu par hasard, pour être honnête. Il y avait une petite annonce sur Minitel. Ça nous ramène quelques siècles en arrière. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est ma belle-mère qui avait vu la petite annonce, qui m'a dit « Ah, mais regarde !» C'était pendant que j'étais en congé maternité. Et d'ailleurs, c'était encore un événement douloureux parce que j'étais en congé maternité de mon premier bébé qui était décédé. Et pour autant, je suis allée au rendez-vous un peu comme un soulagement, c'est-à-dire comme une envie de reprendre langue avec le monde professionnel. Je suis rentrée, je sais pas si je dois dire par hasard, parce que j'avais envie, mais je ne mesurais pas ce que ça représentait. Vraiment, je suis rentrée à la SNCF, je me suis rendu compte les premiers jours à quel point c'était tellement différent de ce que je faisais avant, puisque j'avais travaillé avant dans l'univers du retail, on appelle ça le retail aujourd'hui. Enfin, en tout cas, j'étais chef de produit chez Duracell, hein, c'était avec les petits lapins. Enfin, ça n'avait rien à voir avec la SNCF. C'est même pas sur votre LinkedIn. Non, parce que c'est un temps que les moins de 20 ans, voilà, c'était entre les années 80 jusqu'à, je suis rentrée en 89 à la SNCF, c'est de 82 à 89 que j'ai fait du marketing dans la grande conso. Voilà. Ok, très bien. Donc vous avez une première vie en marketing dans la grande conso. Qui était, alors là, qui est vraiment, dont je parle presque plus parce qu'elle est lointaine. Mais en tout cas, il y avait eu un choc thermique. En rentrant à la SNCF, c'était pas mon monde. D'ailleurs, le patron qui m'a recruté, je l'ai eu au téléphone il y a 7 semaines. Donc c'est très très ancien. C'était le monsieur qui a lancé le premier TGV et qui cherchait à l'époque des femmes, des commerciales, des gens qui changeaient, enfin qui étaient culturellement différentes. C'est lui qui me l'a rappelé d'ailleurs. Il m'appelait parce qu'il voulait me faire intervenir justement sur sur raconter l'histoire de la SNCF. Et je me rappelais plus effectivement que quand je suis rentrée, l'idée c'était justement faire rentrer des gens différents. Vous faisiez partie des quotas ? Déjà, oui, déjà. Vous étiez sur le quota, la différence, c'est ce qui aligne votre parcours en fait, la différence. différence. Oui, vous avez raison. C'est en fait à chaque fois d'être un peu le côté déviant. Et du coup, un peu corsaire aussi dans sa tête, hein, c'est-à-dire déviant dans son expertise, déviant dans ses méthodes, et puis peut-être en étant déviant, un peu rebelle, et en même temps, bon élève, donc malgré tout obéissante par rapport au code et par rapport à des cultures d'entreprise qu'il est nécessaire d'apprendre si on veut s'y intégrer. C'est-à-dire que j'ai jamais considéré qu'il fallait que les gens s'adaptent à moi. J'ai toujours considéré que je devais faire l'effort de m'adapter à eux pour avoir le droit de faire accepter ma, entre guillemets, déviance. Je vais revenir du coup à ce passage à votre en tant que directrice des trains. Parce que du coup, vous étiez directrice projet, donc je ne sais pas combien de gens vous managez sur la direction projet, mais vous êtes passée à directrice des trains avec 10 000 personnes, en plus en disant on va mettre une femme, ça va leur faire les pieds. Je reprends votre expression, enfin l'expression qui vous a été donnée à l'époque. Vous en êtes très bien sorti parce que une falaise de verre, la problématique, c'est soit on s'en sort très bien, on arrive à passer au-dessus, soit on se casse la figure. Hein. Enfin voilà. Moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que vous avez été soutenu ? Parce que ce que je vois quand même, c'est que on va placer les femmes en falaise de verre et après on regarde de loin si ça marche ou pas. Pour vous, ça s'est passé comment ? Moi, je trouve que un peu les deux, c'est-à-dire j'ai quand même été soutenue. J'ai eu des N+2, N+3 qui étaient contents que des gens différents se saisissent de sujets anciens. Ok. Mais peut-être qu'en N+1, enfin, les choses n'étaient pas si simples. C'est-à-dire que il a fallu que je manage mon chef immédiat, ma chef immédiate, pour être autorisée à faire des choses que des gens plus loin du ballon m'avaient demandé de faire.
Et souvent, c'est comme ça, en fait, dans les organisations, quand on demande à quelqu'un d'innover, on le regarde se débattre, on le soutient, mais on le soutient pas en étant conscient de tout ce qu'il doit faire pour faire changer les choses. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai eu des moments un peu où je me suis fait un peu secouer, mais j'ai eu la chance quand même de le faire sur des sujets qui étaient vraiment cœur du réacteur. Enfin, il fallait que ça marche. Donc, en fait, c'était regardé d'un peu plus près, sans doute, que d'autres sujets. Donc, j'avais le regard des grands chefs qui m'aidait peut-être un peu. Et puis, j'ai surtout, je crois, appris à faire alliance avec mon environnement très proche, les collaborateurs directs, les syndicats. Alors, quand je dis les syndicats, c'est en fait comprendre la logique de gens qu'il ne faut pas convaincre, parce que convaincre, c'est contre-performant, mais à qui il faut expliquer la démarche qu'on va mettre en œuvre pour que de leur côté, ils ne l'interprètent pas de travers. Voilà. Mais ça ne sert à rien d'argumenter pour convaincre. En revanche, le pire, c'est de faire des choses qui ne sont pas comprises parce que mal interprétées. C'est vrai, après, c'est pas évident. Hein. Bah non, bien sûr que des biais. C'est pas évident. En plus, vous découvrez tout de suite que ce que vous dites n'est pas immédiatement analysé sur le fond, mais que vous êtes d'abord analysé c'est l'émetteur qui joue. C'est-à-dire le fait que ce soit vous qui disiez quelque chose biaise forcément le message que vous voulez passer. Et du coup, ça suppose d'être très attentif à la façon dont ça va être interprété, au bien ou au mal que ça va faire aux personnes en fait qui vous entourent. Comment on fait pour pas devenir parano ? On est un peu parano quand même. On est un peu parano quand même, mais en fait, c'est la vitesse d'exécution qui fait que vous n'êtes pas parano. Okay. C'est-à-dire que faut aller vite. Et alors, je pense qu'en matière de transformation, tout ce qui est l'organisation, les process, etc., il faut être radical. Et en revanche, il faut avoir des doigts de fait avec les gens. C'est vrai. Et en même temps, si vous êtes radical trop tôt, ça peut exploser aussi, du coup. Oui, du coup, vous le faites avec un petit cercle à qui vous expliquez. Il faut qu'ils voient que vous prenez des risques, parce que sinon, s'ils s'aperçoivent qu'il n'y a que qui les prennent, ils les prendront pas. Et puis, alors moi, j'ai toujours été surprise et en même temps, vraiment, je suis très reconnaissante aux gens que j'ai dirigés. J'ai toujours trouvé que, en fait, quand on leur partageait un peu de vulnérabilité, un peu de je sais pas trop comment m'y prendre, etc. En fait, on avait une aide qui nous était amenée de manière assez naturelle, je trouve. Hein. J'ai eu la chance d'avoir des gens à qui j'ai pu dire il faudrait qu'on arrive à faire ça, est-ce que vous savez comment on pourrait le faire. Enfin, je crois que j'ai été à la fois un mélange d'idées décalées sur lesquelles j'avais envie de tester et de questions un peu basiques sur, à votre avis, comment il faudrait s'y prendre pour que ça marche le mieux possible. Et j'ai fait mon miel des deux. Comment ça vous est venu ? Je vais venir parce que, comme vous dites, ça fait plus de 20 ans. À l'époque, l'accompagnement du changement, les transformations, c'était plutôt militaire que humain, disons-le franchement. Là, on vous a mis parce qu'il n'y avait pas le choix. Ouais. Concrètement, c'est-à-dire qu'ils étaient à court d'idées. Voilà, d'où le fait de la falaise de verre. Et vous, sur quel modèle vous êtes appuyé ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez approché ça comme ça ? Parce qu'en fait, il n'y avait pas forcément de modèle, j'ai cru comprendre, dans la SNCF à l'époque qui était sur ce sujet-là. En fait, j'ai quand même eu de l'intuition. Je suis attentive dans ma relation avec les autres, je suis attentive aux signaux faibles. Mmh. Aux yeux qui se froncent. Dans une audience, je vois la personne qui, en fait, est pas contente avec les choses qu'on vient de dire. Enfin, j'ai repéré tous ces petits machins-là. Et donc, j'ai repéré aussi tous les gens qui allaient très vite être des alliés, qu'il fallait que je voie en priorité, et tous ceux qui étaient des leaders d'opinion, avec lesquels il fallait que je dise mes intentions. Il fallait il y avait plein de symboles aussi auxquels il fallait que je sois très attentive. J'ai par exemple porté l'uniforme. Pour moi, c'était très important. De contrôleur. De contrôleur, oui. C'était très important parce que c'est une population qui était assez malmenée en externe et en interne, ni reconnue à l'extérieur, ni reconnue à l'intérieur. Et donc, le fait d'endosser le costume, c'était une manière de dire « je suis des vôtres ». Et avoir un patron qui dit « je suis des vôtres », c'est pas la même chose qu'avoir un patron qui dit « vous allez voir ce que vous allez voir, avec moi vous allez marcher au pas, puisque vous parliez militaire ». Donc, j'ai cherché tous les moyens d'aller vers. Par exemple, avec les organisations syndicales, la première chose que j'ai faite n'a pas été de, entre guillemets, les convoquer.
Je connaissais pas du tout en plus. Je pense que j'étais une bleue sur tout ce qui était les idéologies des différents syndicats, d'où ils étaient issus. J'avais une vision sociologique un peu limitée, je crois. Et du coup, je me suis dit, alors c'était sans doute un peu bizarre pour eux, mais je me suis fait expliquer par eux d'où ils venaient. Bah, c'est plutôt malin, en vrai. Ouais. Ça a été fait sans a priori, mais et ça a été malin. fait mais sans malice non plus. Et je me rappelle être allée à la source. Donc un jour, j'ai fait mon entrée, je suis allée à Montreuil, à la CGT, à la Confédération, me faire expliquer par les dirigeants de la CGT ce que c'était que la CGT. J'adore. Et ils ont dû se dire, c'est vraiment Martine découvre les syndicats, quoi. Aux chefs, ils ont dit quoi de ça? Je pense qu'une partie d'entre eux se sont dit, mon Dieu, elle est loin du ballon. Et d'autres ont dû se dire, qu'est-ce qu'elle est finaude. Et en fait, c'était ni l'un ni l'autre, quoi. Et je me suis fait expliquer. Et je me suis fait aussi beaucoup expliquer par les militants eux-mêmes, sur le terrain. Et comme j'étais dans les trains, vous savez, quand vous arrivez avec le dernier train, que vous allez aussi au foyer, et qui se dit, la chef, elle est en train de... Vous managez 10 000 personnes, hein, Ouais, je le redis ouais. quand même. Hein, Ouais. Et que vous allez dormir aux mêmes endroits qu'eux. Et qu'en fait, vous les croisez au lavabo. Parce qu'en plus, au début, on n'est pas, non, c'est pas l'hôtel 5 étoiles. Hein. Donc vous les croisez, ils se demandent, en fait, vous les dérangez dans la façon d'être. Parce que ils se demandent, entre guillemets, si c'est du lard ou du cochon. Ils savent pas si c'est de la manipulation, si c'est... Mais en fait, c'est juste ma façon d'apprendre. C'est de ressentir avant de d'élucubrer, quoi. Donc j'ai fait ça. C'est marrant, à chaque fois que vous racontez ça, ça me rappelle le passage de Simone Veil qui était allée dans les prisons. Parce que dans son premier travail, on pense beaucoup à l'avortement, mais en fait, elle a beaucoup travaillé dans les prisons, où elle a fait le tour des prisons, et elle-même ayant été à Auschwitz, elle a un peu d'expérience sur le sujet, où justement, de l'intérieur, elle avait changé, vécu, et justement, ça avait aussi choqué beaucoup de monde de la voir passer du temps. Elle n'a pas passé du temps en cellule, mais comme je dis, elle a passé du temps à Auschwitz, donc bon. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que ça me rappelle un peu ça dans la façon de faire, de dire, en fait, je ne connais pas le sujet, donc j'y vais. L'avortement, elle avait fait pareil, elle était allée voir chaque femme, elle était dans les maternités, enfin, dans les hôpitaux. Donc, et alors ça, vraiment, pour moi, c'est ma façon d'apprendre. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est apprendre en ressentant. Et d'ailleurs, je peux raconter une anecdote. Il y a prescription maintenant, mais les foyers c'était des chambres de, j'ai pas fait l'armée, mais enfin, c'était des chambrées. Enfin, c'était mon premier sujet. Ça a été, c'est aller aux toilettes la nuit. C'est-à-dire, en fait, il n'y avait pas de toilettes dans les chambres. Et donc, il fallait traverser. C'est un monde masculin. Et donc, la question était... Ah oui. Traverser comment? En pyjama, en chemise de nuit? Et en plus, la chef... Et vous imaginez, comme ça aurait pu faire marrer le contrôleur de base de voir la chef en chemise de nuit. Enfin, et donc, je me rhabillais pour aller aux toilettes. Et je me rappelle, un mec m'avait dit, au moins, vous pouvez pas pisser dans le lavabo. Oui. Et oui. Et donc, c'est grâce à ça, avec cette anecdote, que j'ai convaincu la directrice financière de la SNCF, qui était une femme, de dépenser de l'argent dans la rénovation des foyers. Et on a eu un énorme programme de rénovation des foyers, parce que j'ai raconté cette anecdote. Pour qu'il y ait des toilettes dans les chambres, du coup? Pour qu'en fait, ce soit des chambres. Il ne s'agissait pas d'avoir un confort 4 étoiles, mais qu'en fait, ce soit des chambres alors il y a 20 ans, encore une fois, il y a même plus que ça, c'est 25 ans, mais que ce soit des chambres équivalent à un hôtel de base, mais quand même équivalentes à un hôtel. Et donc, à la SNCF, à l'époque, on avait dépensé, je pense que le programme, c'était plus d'1 milliard d'euros à refaire. Il fallait refaire à tous les endroits. Il y avait des endroits qui étaient sinistres. Alors après, on a conclu un accord avec le groupe Accor, mais il n'y avait pas d'hôtel à toutes les arrivées de train. Il y a des endroits qui sont quand même desservis par les corbeaux et par les trains de la SNCF. Et donc, il fallait refaire les foyers. Et on a dû aussi enfermer. Enfin bref. J'ai aussi été voir les femmes de ménage des foyers. Parce qu'elles racontaient en fait ce qu'elles trouvaient dans les chambres. J'ai aussi été voir les femmes de ménage quand je m'occupais de Corail, qui nettoyaient les trains et qui en fait devaient monter sur des marchepieds, n'arrivaient pas à accéder, parce que les femmes sont plus petites en moyenne, n'arrivaient pas à accéder à certains outils qui étaient loin, pour se tenir au-dessus, c'est ça? Pour aller récupérer ses bagages. Et notamment, la profession des contrôleurs a été sans doute une profession qui a été assez vite féminisée parce que c'était un métier de service et on considérait qu'il y avait un peu d'essentialisation. Donc, il y avait des femmes qui étaient arrivées. C'est parce que j'ai aussi porté l'uniforme que je me suis rendu compte qu'ils étaient mal coupés pour les femmes.
et que il fallait faire porter des uniformes dont les femmes étaient fières. Donc on a fait faire des uniformes par Christian Lacroix. C'était à l'époque où Air France utilisait les services de grands couturiers pour faire des uniformes, alors que nous on faisait faire des uniformes dans les boîtes qui faisaient des métiers qui faisaient les blouses et des outils de travail. Et donc on a un peu changé l'état d'esprit sur ce plan-là. Ça a l'air d'être des anecdotes. Non, ça n'en est pas. Hein. Et en fait, ce que ça dit, c'est une attention portée à la personne que sont les gens. Et quand vous m'avez demandé ce que c'était que le pouvoir, je vous ai parlé de la personne. L'intérêt de s'adresser aux personnes, c'est que vous êtes sur un pied d'égalité. On a tous besoin de faire pipi, on a tous besoin de manger, on a tous besoin, en fait, de pouvoir se reposer dans des endroits qui sont dignes. Et du coup, le fait d'y aller, les gens sont presque plus inquiets de vous voir vous confronter à des endroits qui sont indignes, parce que vous avez un statut, que de venir vous dire à quel point c'est difficile pour eux. Et donc, il n'y a pas besoin de parler, on a tout de suite en fait un terrain d'entente, et du coup, ça efface tous les procès d'intention, de oui mais vous vous rendez pas compte, vous n'êtes pas conscient d'eux, vous êtes loin, vous êtes décalé. Et d'ailleurs c'était un des reproches que j'ai le plus mal supporté quand les gens ne pouvaient ne pas savoir que je me baladais dans les métiers de la boîte, quand on me servait entre guillemets ce qu'on reproche entre guillemets à la direction. C'est-à-dire les trucs tout faits qui s'adressent à la direction. Après, plus vous avez monté, moins vous avez été proche du terrain, j'imagine quand même. Oui, bien sûr. Mais j'ai toujours été sensible aux histoires des gens. Enfin, y compris d'ailleurs en start-up, c'est-à-dire quand vous travaillez sur des outils numériques et que je suis la vieille de la bande et que je peux pas m'en servir, ça dit quelque chose du fait que ça peut ne pas être convivial, que c'est pas uniquement générationnel et que d'ailleurs si c'est générationnel tant mieux parce qu'on ne peut pas faire des outils uniquement pour la nouvelle génération, il faut que ça puisse être utile à tout le monde. Voilà. Alors ça c'est la partie de l'empathie qu'on peut avoir. Et après, parce que je disais il faut être radical. Après, j'ai aussi pris des décisions brutales, parfois, que personne n'avait prises avant. Vous pouvez donner un exemple ? Décider de radier des cadres, des gens qui étaient jusqu'à présent tolérés dans l'organisation parce que ils pouvaient ne pas bien faire leur travail, ils pouvaient être gens foutistes, machin, etc., voire être insultants, mais bon, comme on faisait partie des syndicats, ou qu'ils étaient protégés, etc., les gens disaient on peut rien contre eux. Eh ben si, on peut. On peut radier des gens à la SNCF ? Oui. En plus, c'était pas des fonctionnaires à l'époque ? C'était des gens qui avaient un statut, donc c'était pas fonctionnaires, mais ils avaient un statut. Le statut, c'est des droits et des devoirs. Je me suis aussi appuyée sur les devoirs. Alors j'ai mené quelques combats un peu difficiles pour que, encore une fois, des questions de dignité envers les individus soient respectées. C'est-à-dire que quand il y avait des manquements aux clients, mais même ou des manquements au management, ou des manquements aux managers, soient sanctionnés par le fait que le contrat de travail peut être rompu quand les obligations, les droits et les devoirs sont pas respectés. Vous avez été soutenu par qui là-dedans ? Parce qu'il y a quand même, je précise ma question et je vous laisse répondre, parce que c'est vrai que dans les fonctions publiques ou assimilées publiques, puisque là c'est assimilé plutôt la SNCF, il y a plutôt une grande crainte des syndicats et justement le fait de radier, c'est pas forcément soutenu. Enfin, c'est un peu compliqué. Oui, donc, alors voilà. enfin, c'est clairement un parcours du combattant parce que il faut que ça passe en conseil de discipline, qu'ensuite il faut aller au CE, enfin le CSE d'aujourd'hui, il faut solliciter l'inspection du travail. Quand c'est difficile, ça se termine au cabinet du ministre. Oui, c'est ça, c'est ce que je pensais, ouais. Et d'ailleurs, une fois sur deux, j'ai pas eu gain de cause. Ah, quand même. Ouais. Ok. Mais toutes les fois, j'ai été respectée. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui se sont dit qu'ils allaient être déjugés et que ça allait leur faire perdre de la légitimité et qui donc n'ont pas osé le faire à cause de ça. Moi, j'ai toujours pensé que quand bien même on n'avait pas gain de cause à la fin, on était respecté pour le courage de l'avoir fait. Et du coup, ça se passe comment quand vous n'avez pas gain de cause ? Que la personne, elle est quand même changée de remanier un peu dans l'entreprise ou elle reste à son poste ? Non. En fait, on doit la garder, mais malgré tout, il y a eu un conseil de discipline qui s'est exprimé et donc elle peut être déplacée. C'est-à-dire, elle est éventuellement loin de son domicile. Elle fait un autre métier. Ça vient pénaliser sa carrière. Donc, elle perd pas son travail, mais elle perd quand même, je sais pas si... La légitimité qu'elle avait, en tout Exactement. cas. Exactement, Donc, en fait, y compris dans son propre syndicat. Je me souviens notamment d'un cas qui était... je sais d'ailleurs à ce moment-là que je crois avoir été protégée. C'est-à-dire que quand les gens venaient Enfin, j'étais secouée. Je dois dire que j'ai toujours été respectée humainement, mais j'ai quand même été secouée. C'est-à-dire on est venu faire beaucoup de bruit autour de moi.
à la fois sur le plan médiatique et sur le plan physique dans les endroits où je me déplaçais. Les gens doivent mouiller le maillot pour les défendre et eux-mêmes se rendent compte qu'en fait, parfois, ils défendent l'indéfendable. Et du coup, ils s'arrêtent. Et du coup, vous êtes respecté pour le courage que vous avez de le faire. Même si, à la fin, vous n'avez pas gain de cause, ils se disent « Ah, elle en a quand même dans le pantalon, pardon pour le terme. » Bah, il n'y en a pas le choix encore aujourd'hui, on changera un jour. Mais... Ok, non mais du coup c'est vrai que c'est plutôt courageux, mais c'est vrai qu'il faut être soutenu au moins par ses RH ou par ses chefs, ou finalement non, vous avez lancé votre bataille toute seule. On n'est jamais tout seul parce que vous avez toutes les équipes derrière. Vous me Oui, direz. bien sûr. Les gens voient que en fait vous êtes sensible à ce qui leur est arrivé, parce que le dossier vous arrive au bout d'un certain temps. Vous avez un chef d'établissement qui a été insulté. Le chef d'établissement, vous l'écoutez, il vous explique l'histoire. Vous allez enquêter malgré tout. Vous voyez, c'est pas vous essayez de comprendre comment les choses se sont passées. Parfois, d'ailleurs, vous vous rendez compte que c'est le management qui est en cause. Quand j'ai été, entre guillemets, sévère, je crois l'avoir été pour des situations managériales qui étaient pas normales. J'ai aussi demandé la radiation des cadres de managers et de dirigeants. Et de dirigeants. Très bien, en effet. Après, je veux pas donner l'impression que j'étais une espèce de sorcière. Une sorcière, vous avez dit le mot. J'ai dit sorcière parce que j'ai entendu ce mot quand ça s'est produit. On vous a traité de sorcière ? J'étais traitée de sorcière, oui. Ça m'étonne même pas. Oui, mais bon, si on revient à l'origine de la sorcière, c'est plutôt celle qui savait et qui faisait les choses. Après, on a transformé le terme, mais en vrai... Oui, et puis je voudrais pas faire pleurer sur mon compte. J'ai aussi été la sorcière bien aimée parfois, c'est-à-dire non pas faire de la magie avec mon nez, mais d'obtenir des transformations qui étaient appelées par les collaborateurs, de pouvoir décider de projets avec des investissements. Je parlais des foyers. On a quand même décidé de mettre de l'argent sur ce sujet. Enfin bon, ça c'était pas méchante. Non, vous avez fait bouger les choses, quoi. Vous avez dit, on vous a donné du pouvoir et vous l'avez pris. Oui. C'est ce que vous avez dit en intro. Oui, exactement. Je vais revenir sur un truc un peu plus technique. Vous avez joué un peu à patron incognito, du coup, dans les trains. Mais très souvent, quand quelqu'un de la direction vient sur le terrain, c'est plutôt un grand ramdam. Avec plein de gens, une organisation, ça prend du temps à tout le monde, personne n'est content, mais tout le monde le fait. Vous, j'ai l'impression que ça s'est pas passé comme ça, parce que vous êtes allé vraiment avec l'uniforme dans les trains. Comment vous avez organisé ça quand même ? Parce que... Alors, en fait, il y a deux types de tournées. Il y a la tournée de la Reine d'Angleterre. C'est ça. Où en fait, il y avait un de mes anciens collègues qui m'avait expliqué que quand il était directeur du cabinet d'un président, il s'était rendu compte que le président était en retard à son rendez-vous, avait raté son train, il avait dû attendre sur le quai et il voyait que les gens revenaient chercher les plantes qui avaient été louées exprès pour sa venue. Donc ça, c'est le village Potemkin. Donc ça, c'est horrible, il faut surtout pas faire ça, mais vous pouvez pas empêcher les gens de faire briller la boutique, quoi. C'est très énervant. L'intérêt des trains, quand vous êtes dans le train, vous pouvez pas être suivi par le banc et l'arrière-banc, vous voyez, c'est pas raisonnable. Donc il y a un moment où on vous lâche, quoi. Vous êtes obligé de le faire avec le contrôleur tout seul, ou voir le contrôleur et son chef direct, et c'est tout, quoi. Et quand vous allez au foyer, personne vient avec vous dormir au foyer, vous voyez. Et donc finalement, quand vous le faites dans les interstices du métier, c'est à ce moment-là que vous avez accès à la vérité des choses. Ce qui n'empêche pas le lendemain matin, quand vous sortez du foyer, vous pouvez en fait être rattrapé entre guillemets par la patrouille, c'est-à-dire qu'on vous propose un petit déjeuner à un endroit différent. Et parfois, il faut faire savoir que non, on n'a pas envie de ça. J'ai fait 6 ans, donc pendant, il y a eu des moments Reine d'Angleterre, il y en a eu, et puis il y a eu des moments pas vu, pas pris. De patron incognito, le fameux dont je sais. Mais ok. Non, je posais la question parce que c'est vrai que c'est souvent ça. On est plutôt sur la Reine d'Angleterre, sur les visites, mais comme vous dites, si on est dans les trains, c'est vrai que c'est plus compliqué de le faire. Donc c'est pas plus mal. Oui. Et puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait, quand je m'occupais des contrôleurs, il y avait encore pas le bouche à oreille fonctionnait pas de la même manière, parce que il y a aussi il y a la Reine d'Angleterre et puis il y a aussi l'accueil de la sorcière, c'est-à-dire vous avez aussi droit au drapeau, vous pouvez aussi avoir droit aux gens qui en fait vous attendent dans l'espoir que parce qu'ils vont crier fort, vous allez leur donner plein de trucs. Ça c'est un truc que j'ai toujours détesté et j'ai toujours fait savoir que quand je venais dans un établissement, mes poches étaient vides. Je venais pas pour dire il y aura des emplois en plus, il y aura des machins en plus. Ça c'était non.
C'était pas comme ça que je concevais les choses. Et d'ailleurs, c'était au directeur d'établissement de donner, pas au grand chef. Parce que sinon, en fait, on rendait c'était une façon de montrer que le chef de terrain était impuissant. Donc, Oui, c'est vrai. Ok. Je reste un peu sur ce poste, qu'en fait, c'est votre première falaise de verre qui a donné tout le reste. Qui est venu vous chercher sur ce poste? Est-ce que c'est vous qui avez postulé? Ah, pas du tout, j'ai pas postulé. C'était même l'inverse. Juste avant, j'avais été chef de projet, donc j'étais en charge de la tarification, puis en charge de Corail. Il y avait une petite vidéo qui circulait où je vantais Corail et qui circulait à la direction générale. Je sais que les gens s'arrêtaient tout le temps devant et que ça m'avait fait une sorte de pub de tiens, celle-là est bizarre. Enfin, c'est pas qu'elle est bizarre, enfin, ça a fait parler de moi déjà. Les réseaux sociaux. Une sorte de réseaux sociaux internes, voilà. Et puis ça, c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, juste avant, je crois que j'avais dit du mal des contrôleurs. Ok. Et je m'occupais des trains de nuit à l'époque. Ouais, c'est ça. Je m'occupais des trains de nuit. Il y avait beaucoup d'agressions contre les contrôleurs. Il y avait eu d'ailleurs des crimes commis par un serial killer dans les trains de nuit. Ah oui, quand même. Et en fait, à ce moment-là, j'ai été sollicitée sur des réunions, sur comment il faut qu'on s'y prenne, parce que le sujet était en train de pourrir, parce qu'il y avait eu plein de grèves et tout ça. Et donc, je crois que, en ayant assisté à des débats internes sur, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, mon nom est venu comme ça, et ils se sont dit, bah après tout, ouais, foutu pour foutu, quoi. Enfin, c'est pas foutu, ça c'est pas gentil, foutu pour. Qu'est-ce qu'on risque à essayer quelque chose d'aussi différent, voilà. Et donc, quand on est venu vous chercher, vous n'avez pas dit oui, tout de suite? Si. Si, ok. Non, parce que Si, vous avez si. dit c'est l'inverse, donc c'est pour ça que je pose la Si, question. si, j'ai dit oui. En même temps, une fois que j'ai dit oui, je me suis dit, oh, t'es folle, en fait. Enfin, comment tu vas... Je me rappelle, il y avait une visio à l'époque, il y a 20 ans déjà, mais les visios, c'était encore... C'était rare. Hein. Ouais, non, pas une visio, une téléconférence. Plus, oui, je pense. Autour d'une pieuvre, oui, Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était, je devais me présenter. Et en fait, j'ai eu droit à une sorte de délégation, enfin, une réunion syndicale avec les directeurs d'établissement quasiment. Il y avait une vingtaine de directeurs d'établissement et ils se sont dit, mais, enfin, qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme chef, quoi. Enfin, mon premier sujet, ça a été ça, c'est-à-dire me faire respecter par les patrons d'établissement, qui étaient des gens qui étaient, comment on les appelait, les casques lourds. Ok, ouais. C'est bizarre comme terme. Ouais, les casques lourds. Les casques lourds, ça voulait dire faut savoir se battre, quoi. Faut aller au front. Ouais, il y avait un côté du front. Et vous faisiez pas partie des casques lourds. Mais non, moi j'étais pas. D'ailleurs, enfin, si on doit utiliser c'était plutôt Sam Blandine au milieu des lions, quoi. C'était. Et d'ailleurs, le premier gros événement dont j'ai dû m'occuper, qui était un contrôleur de train qui a été poignardé. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, j'ai aussi vécu ces situations-là. Une femme violée dans les trains, contrôleur poignardé, enfin, un truc comme ça. Quand je suis allée rencontrer les contrôleurs du site où ça s'était produit, je me suis mise au milieu d'eux pour leur parler, mais leur parler doucement, comme pour dire je suis venue, sans faire un grand discours, parce que je savais pas quoi leur dire. Je savais pas quoi dire. Hein. Je parlais doucement. J'ai eu l'impression qu'il fallait que je parle doucement et que en fait, il fallait que je fasse attention, y compris au son de ma voix, pour que ce soit pas vécu comme quelque chose de violent après ce qui s'était passé. Et moi, j'avais une trouille dingue. Parce que je me disais, mais un rien peut faire que ça s'embrase. Il y a un mec entre la vie et la mort. Et je voulais pas faire. Et Martine, chef des contrôleurs, va te visiter et va expliquer. En plus, il y avait la presse, tout ça. Je me souviens de ce moment. C'était, j'ai passé presque la nuit entière à parler avec eux. C'est peut-être super intéressant. Oui, et alors progressivement, il y a eu. J'ai l'impression qu'au début, je parlais à des représentants de quelque chose, hein, c'est-à-dire des identités, des métiers, des syndicats, des chefs, des sous-chefs. Et il a fallu beaucoup de temps avant que Bénédicte puisse parler à Michael, Christine, Mohamed, Vincent, enfin des gens, quoi. Et ça, c'est pareil, ça a été un moment extrêmement... Puis il a fallu que je rencontre la femme de ce monsieur. Hein. Qui a survécu du coup? Il a survécu. Il a survécu, il y a eu un procès au pénal. Je suis allée témoigner en uniforme de contrôleur à la barre. Le contrôleur en question était membre du syndicat Sud. Et quand je suis arrivée, c'était longtemps après, parce que la cour d'assises s'est réunie assez longtemps après. Je savais pas si j'allais être acceptée
comme faisant partie du métier toujours, ou si il me verrait comme la direction qui était loin encore. C'est toujours été mon inquiétude, ça. Et j'avoue que j'avais été très, très rassérénée de pouvoir être à côté d'eux, sur le banc, à côté de la dame, La femme du contrôleur. Du victime, quoi. Ouais. La victime. Et qu'on a écouté ensemble, et qu'on est revenus ensemble, et qu'on se serrait tous la main. Ça m'émeut en parlant. Mais je vois que ça vous émeut encore, en fait. Ouais. C'est bizarre, hein. Je pensais pas, vous voyez, c'était très étrange. Bah oui, je vois. Après, ça a été un moment fort. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le moment fort auquel je voulais faire référence, c'est que elle m'a pris la main. Et on s'est tous tenu la main. Bah, ça aussi faire partie de quelque chose de plus grand, en fait. Oui, c'est ça. Ça casse avec ce côté de direction dont vous me Oui, parlez c'est ça. depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, et pour autant, on est membre. Enfin, il s'agit pas de renier d'où on vient, parce que et encore une fois, je voudrais pas. C'est pas de la sensiblerie, vous voyez. C'est-à-dire Non, que ça se voit que ça n'est pas de la sensiblerie. c'est-à-dire que il y a moi, j'assume parfaitement le fait qu'un chef, ça chef. Hein. Et en même temps, un chef, c'est une personne dans une fonction qui lui donne des pouvoirs. Et plus on a de pouvoir, plus on a de droits, plus on a de devoirs. Et les gens vous respectent parce que en face des droits que vous avez et vous montrez que vous êtes aussi digne, parce que vous considérez pas que les devoirs c'est pour les autres, quoi. Voilà. Et en fait, c'est toutes ces petites choses qui n'ont l'air de rien, qui peuvent donner l'impression d'être des anecdotes, et qui fait que les gens vous respectent, et que même quand les décisions peuvent tomber, elles sont pas forcément comprises à l'instant T, mais elles vous sont pas reprochées à T+1. Voilà. À quel moment les directeurs que vous avez rencontrés à cette fameuse réunion, les fameux casques durs, vous vous êtes dit oula, Qu'est-ce que lourd. qu'est-ce que lourd, pardon, excusez-moi. À quel moment ça a switché? C'est après les avoir très longtemps écoutés. Très longtemps, c'est combien de temps? Ça D'abord, a pris combien de temps en fait en termes de mois? D'abord, j'ai écouté tout le monde ensemble, presque Ok. pendant une Il y en journée. avait 25, c'est ça? Ouais, tout le monde ensemble pendant une journée, dans une réunion exprès. Après, j'ai fait le tour de chaque établissement. J'ai écouté chacun, son encadrement, etc. J'y suis allée, je m'assure. Et j'ai veillé à ce qu'ils me voient systématiquement. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec les gens, en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et à un moment, vous avez senti la bascule. Oui, et puis à chaque fois qu'il y avait un événement difficile, je les avais au téléphone. Chaque fois, c'était un moment où il y avait des conflits sociaux, pour des pécadilles, tout le temps. Hein. Et à chaque fois, je passais du temps avec eux en disant qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as essayé tel truc? Est-ce que tu as passé un coup de fil à un tel? Il a eu le même genre de choses la semaine dernière. Mais pas sur le thème tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, parce que j'en savais pas forcément grand-chose. J'ai beaucoup appris en les écoutant à ces moments-là sur les types de sévices qu'ils pouvaient avoir subis. Parce qu'en fait, c'est violent. Hein. Quand le monde est violent, toutes les relations sont violentes. C'est-à-dire que la façon dont on se comporte vis-à-vis de son chef est violent. Et ça, j'ai aussi veillé à ce que ça s'arrête. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand vous êtes dans un univers où les voyageurs agressent les contrôleurs agressent leur chef, qui agressent leur grand chef. Oui, c'est ça. Parce que la violence remonte. Et donc, il faut, à tous les étages, il faut dénouer et déconstruire ces rapports de violence. Et donc, la première chose qu'il faut, c'est les protéger dans les trains. J'ai pas beaucoup aimé les KPI dans ma carrière, mais le KPI dont je suis le plus fière, c'est d'avoir divisé par 3 les agressions sur les contrôleurs pendant 6 ans. C'est-à-dire de vraiment avoir pris la dimension de la violence qui pouvait s'exercer vis-à-vis d'eux. Vous avez mis quoi en place pour ça? Ah ben, tout. C'est-à-dire la possibilité d'avoir un téléphone portable, ça n'a l'air de rien, on n'avait pas à l'époque. Oui, oui, c'est vrai. D'avoir un PC auquel on pouvait appeler. Changer la loi, c'était la loi sécurité quotidienne, et leur donner de nouveaux droits pour que, en fait, ils puissent avoir des policiers qui viennent à leur secours dans certaines circonstances, leur apprendre à se défendre. Donc des formations avec tous les gens qui étaient à la fois des formations physiques, mais des formations psychologiques, donc avec le RAID, avec les pompiers, avec des partages d'expériences, la connaissance des droits. Oui, donc vous avez beaucoup investi. Beaucoup. Et d'ailleurs, avant de parler de service aux voyageurs, il a fallu qu'on fasse tout ce qui était en notre pouvoir pour protéger. En plus, je vous disais, moi, quand j'ai pris mes fonctions, c'était juste après les épisodes des serial killers dans les trains de nuit.
Donc, la question de la protection, c'était pas une mince affaire. C'était les gens, ils avaient peur. En plus, et à la fois ils avaient peur, mais ils n'avaient pas envie de dire qu'ils avaient peur. Donc en plus, il fallait s'en occuper bien. Donc. Les trajets sur le sujet, par exemple, du port de l'uniforme, c'est d'être une cible, potentiellement. Or, s'il n'y a pas d'uniforme, il n'y a pas de respect de l'autorité. Donc, comment on combine le respect de l'autorité, le port de l'uniforme, et en même temps la peur d'être identifié comme une cible. Vous voyez, donc, on a travaillé tous ces sujets-là. Je comprends. J'ai adoré, j'en parle, ça me fait très plaisir d'en parler. Le voit, ouais. Ça me fait très plaisir d'en parler parce que ça a été une époque de ma vie où j'ai vraiment plongé dans la société française totale. Parce que dans les trains, en plus, vous vous apercevez qu'il leur arrive tout. Oui, puis ça dépend de la région où vous êtes. Ça dépend de la région. Et donc, d'ailleurs, les relations avec les organisations syndicales dépendent des cultures syndicales, qui sont issues des cultures ouvrières, qui sont différentes, suivant que c'est les chantiers navals, que c'est la sidérurgie. C'est pas la même façon, en fait, de se comporter vis-à-vis du patron. Et puis, vous avez toutes les histoires. Les gens, ils prennent le train pour aller en vacances, mais aussi ils prennent le train pour aller visiter les prisons. Ils prennent le train parce qu'ils s'envoient des enfants de divorcer d'un bout à l'autre du pays. Il y a des organes qui prennent le train parce que c'est le seul moyen d'acheminer un cœur pour une greffe. Il y a des milliers d'histoires. Je vais encore être émue. Ben, je vois. Et puis, il y a des histoires de gens. Et à côté de ça, parce que je veux pas être, encore une fois, je fais attention à pas être que... Là, je n'ose pas utiliser un vilain terme, mais il y a des gens qui se comportent mal. Aussi. Il y a des clients qui se comportent mal, il y a des contrôleurs qui se comportent mal, il y a des chefs qui se comportent mal. Et vis-à-vis de ça, il faut s'en occuper aussi avec la même intensité, éviter que ça se reproduise, et y compris si ça fait pas plaisir. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.